l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cette semaine, l'agence So Wine a retrouvé avec bonheur le chemin des salons en animant plusieurs conférences pour Wine Paris 2022. Aujourd'hui, nous vous proposons alors en exclusivité une de ces conférences ayant pour thème l'influence. À l'heure où 87% des personnes interrogées par Instagram affirment qu'un influenceur les a incités à faire un achat, comment une marque peut-elle s'approprier l'influence et ses bonnes pratiques tout en restant dans le cadre de la loi E20 ? Aujourd'hui, un épisode avec Laura Bouni, directrice de clientèle RP et influence au sein de l'agence So Wine, Maître Olivier Poulet, avocat spécialiste de la loi E20 et auteur du site Alcool et Droit, Cédric Scribzac, responsable du pôle média au sein du comité interprofessionnel des vins de Provence, et Émile Codins, second de chez au domaine Ploux et Fils dans la vallée de la Loire, mais aussi influenceur, en particulier sur TikTok. Laissons la parole à Harold Farnham, consultant chez So Wine et animateur de cette table ronde, qui rentre tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, je me tourne vers toi, Émile. À quel moment tu t'es rendu compte que tu étais devenu un influenceur ? Déjà, je veux dire que je suis devenu influenceur un peu à mes dépens, parce que c'était pas l'origine de mon compte TikTok quand je l'ai créé. Le jour où je me suis rendu compte que je suis devenu influenceur, c'est quand je l'ai accepté, parce que quand on me parlait que j'étais influenceur parce que j'avais quelques abonnés, je voulais pas l'accepter, parce que c'est un terme qui fait extrêmement peur. Surtout quand on est... c'est pas notre branche principale. Je sais pas quand est-ce que je l'ai accepté, mais c'est quand j'ai vu que je commençais à susciter des partenariats et que j'ai commencé à les accepter. Parce que pareil, sur un an de travail sur les réseaux sociaux, ça fait que 3 mois seulement où j'ai accepté de faire des partenariats, parce qu'avant ça me faisait très peur. Puis pour être très honnête, je voyais que je passais à côté de beaucoup d'argent et d'un travail que j'avais créé sur les réseaux sociaux que je pouvais entretenir autrement. Et oui, le jour où je me suis dit c'est bon, je suis influenceur, ça a fait un grand choc dans ma tête. Mais bon, je reste quand même en dehors de tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas mon métier et je suis un peu influenceur à mes dépens. Ouais. Et du coup, tu disais spontanément qu'au début c'est un mot qui fait un peu peur, la notion d'influenceur. Toi, tu avais quel regard sur l'influence avant d'accepter finalement ton statut d'influenceur ? Alors moi déjà, je consommais les réseaux sociaux à forte dose. Beaucoup trop. Je dors très peu à cause de ça d'ailleurs. Voilà, je regardais TikTok, je regardais YouTube, je regardais tous les réseaux sociaux. Et oui, moi j'observe des personnes que j'aime bien, que je suis, que je regarde leur vie, je regarde ce qu'ils proposent. Et j'avais En fait, c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a un mur entre le monde de l'influence et ceux qui regardent. On a l'impression qu'il y a un mur qui est infranchissable, irréel. On a l'impression que ces gens-là sont irréels, etc. Et en fait, quand on a passé ce mur, qu'on est de l'autre côté, et ben on a vite l'impression d'être braqué sur soi, on a l'impression de plus être au même stade que tout le monde, c'est très étrange comme sensation. Et je pense qu'on fait une mauvaise image de ça. Le mur, il n'existe pas du tout, c'est juste on est un peu plus suivi, mais on a vraiment l'impression que les gens qui suivent les influenceurs. Les influenceurs, je crois que c'est vachement irréel tout ce qui se passe, alors pas du tout. Ouais, et ça renvoie finalement à l'authenticité de la relation entre l'influenceur et ses audiences, mais c'est un sujet dont on va, je pense, parler un peu plus tard. Laura, juste peut-être pour continuer à poser le décor, c'est quoi les bonnes questions à se poser quand on envisage l'influence ? Alors, quand on veut mettre en place un programme d'influence, il faut se poser déjà la question clé qui est pourquoi est-ce qu'on veut en faire, dans quel objectif. Tout comme une campagne de communication classique, une campagne d'influence peut répondre à divers objectifs, que ce soit commerciaux, notoriété... Voilà, donc il faut se poser ces questions-là pour aller chercher le bon casting d'influenceurs. Le bon casting, c'est se demander de quelle thématique on veut traiter. Donc est-ce qu'on veut aller chercher des influenceurs plutôt spécialisés, plutôt lifestyle, voire complètement généralistes ? Et puis quelle taille d'audience on veut aller cibler ? Parce qu'aujourd'hui, les influenceurs, on commence à être influenceurs à partir du 1000 abonnés à peu près jusqu'à des millions et des dizaines de millions. Donc c'est important de se poser ces questions-là avant de réfléchir au plan d'action qu'on veut mettre en place. Et là, au niveau du plan d'action, on est vraiment dans le sur-mesure, avec soit de la création de contenu, puisqu'on travaille avec des créateurs de contenu, c'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs digitaux. Donc on crée du contenu, qu'il soit textuel, visuel, par des images ou de la vidéo, ou bien on crée de l'expérience par de l'immersion, des expériences sur le lieu de vente, des voyages par exemple, ou alors des opérations qu'on appelle spéciales, où là on va mettre en place
des jeux concours, des takeovers de comptes, voire des programmes d'ambassadeurs. C'est notamment ce qu'on fait avec le CIVP, parce que pour illustrer le goût du style, qui est la signature des vins de Provence, on avait besoin d'un large champ d'action, donc le programme d'ambassadeurs nous a paru le programme le plus pertinent. Oui, justement, on voit qu'il y a énormément de leviers activables. Vous, Cédric, au CIVP, justement, comment vous avez abordé la question de l'influence ? Oui, alors nous sommes tournés pour les vins de Provence vers l'influence en 2019, il y a 3 ans, avec The Wine. En fait, les vins de Provence sont présents depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux. Et l'idée, il y a 3 ans, en fait, c'était de dynamiser un peu plus l'image des vins de Provence, pour parler notamment aux plus jeunes, d'aller vers une communication moderne, avec un contenu aspirationnel autre que celui que nous, en tant qu'interprofession, on pouvait diffuser sur les réseaux sociaux. Donc voilà, moderniser notre communication et puis suivre la tendance, parce que alors c'était vrai il y a 3 ans, c'est encore très vrai aujourd'hui. On sait que l'influence est un levier de communication incontournable, car on sait ce que les influenceurs peuvent apporter à une marque. Et puis, est-ce que vous savez quel est le vin préféré des millénials ? C'est le rosé. Donc voilà, ça tombe bien. La majorité des influenceurs et ceux qui les suivent en fait sont des millénials. Du coup, quand on intègre l'influence dans notre stratégie de communication, eh bien, on parle à une part importante des consommateurs des vins de Provence. Alors justement, comment on capitalise sur cet atout formidable quand même d'être le vin préféré de cette type de consommation que tout le monde essaye de toucher ? Comment ça s'est traduit dans votre approche de l'influence ? Alors, nous, on a fait le choix en 2019, effectivement, de collaborer avec des influenceurs, et notamment en proposant à certains de devenir des ambassadeurs des vins de Provence. On leur a demandé, en fait, de promouvoir les vins de Provence tout au long de l'année. L'idée, c'était vraiment de mettre en place une collaboration sur la durée. Voilà, selon nous, c'est une collaboration qui est plus constructive qu'un one-shot. Alors là, en 2019, il s'agissait d'influenceurs lifestyle. Donc cette collaboration a commencé avec un séjour immersif dans le vignoble des vins de Provence, histoire de bien cadrer la collaboration, histoire que les influenceurs aussi s'imprègnent bien du vignoble. Donc entre découverte des domaines, des vins, loisirs aussi pour découvrir l'art de vivre en Provence, et pour, au bout du compte, qu'ils restituent cette expérience au mieux dans leur publication tout au long de l'année. Et l'année dernière, notre programme a un petit peu évolué avec différents types de collaborations avec les influenceurs, mais encore une fois, on a collaboré avec une influenceuse qui était ambassadrice des vins de Provence tout au long de l'année, sur la thématique vin cette fois-ci. Cette année, ce sera encore sans doute le cas. En fait, nous croyons que si un influenceur en fait accepte de s'engager avec une collaboration sur la durée avec nous, c'est qu'il a un minimum d'intérêt pour notre marque, pour les vins de Provence, et qu'il en partage aussi sans doute les valeurs. Et donc on pense que ça va vraiment avoir un impact sur l'authenticité de son discours au fur et à mesure de ses publications dans l'année, et ça va en faire vraiment un vrai prescripteur des vins de Provence. Oui, on voit que là il y a des partis pris assez forts de partenariat moyen long terme, d'engagement réciproque. Laura, je me retourne encore vers toi. Concrètement, en pratique, comment on travaille avec un influenceur ? Déjà, pour travailler avec un influenceur, il faut les connaître. Donc c'est vraiment très important, quand on veut faire de l'influence, d'être ultra connecté. Moi, on me le reproche pas mal, mais je passe ma vie sur les réseaux sociaux à suivre les influenceurs avec lesquels je travaille, mais ceux aussi avec lesquels je travaille pas. Parce que quand je vais vouloir prendre contact avec eux, il faut que je sache ce qu'ils font dans la vie, s'ils sont pas influenceurs professionnels, j'entends. Quelle a été leur actualité, sur quoi ils sont en ce moment. C'est des points d'accroche en fait pour prendre contact avec eux, et ils vont vraiment apprécier ça, et par ce biais-là, on va leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on les a choisis eux et pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, l'influence est très large, il y a énormément d'influenceurs, donc il faut leur faire comprendre pourquoi est-ce qu'on veut travailler avec eux et pas un autre. Et puis le sur-mesure passe aussi par
par le fait que les influenceurs sont, comme je le disais, des créateurs de contenu. Donc ils sont des faiseurs de projets au même titre que nous, agences. Donc il faut travailler main dans la main avec eux pour réfléchir aux programmes qui vont être le plus efficaces évidemment pour nous en tant qu'agence et puis pour nos clients, mais aussi pour l'influenceur car c'est lui qui connaît ce que cherche sa communauté, ce qu'elle veut voir sur ses réseaux sociaux. Donc par ce biais-là, il va vraiment nous aider à monter l'action la plus pertinente, le discours le plus pertinent qui va le mieux lui ressembler. Et puis une fois qu'on a fait notre casting et qu'on a nos influenceurs, qu'on a réfléchi au plan d'action avec eux, c'est important de conserver cette notion de sur-mesure dans le day-to-day. C'est une best practice en fait de continuer à être dans l'ultra-personnalisation des relations. Par ça, j'entends que certains influenceurs ont besoin d'être très cadrés dans le projet, donc avec un brief vraiment très précis, qu'on parte avec eux en immersion par exemple lors des voyages pour les guider sur ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire, parce que l'univers des vins et spiritueux, et vous le savez tous ici, très bordé au niveau légal, donc certains influenceurs, par exemple lifestyle, ne savent pas forcément où s'arrêtent les limites. Et puis d'autres ont besoin d'un champ d'expression beaucoup plus libre, qu'on ne soit pas avec eux constamment. Ils ont besoin d'être dans leur profil vraiment créatif où on ne les guide pas. Ça, c'est vraiment important du coup de prendre ça en compte parce que plus on respectera la manière de fonctionner d'un influenceur, même si on le rémunère pour la campagne qu'il est en train de faire, plus en fait le contenu lui ressemblera et donc plus le contenu sera pertinent. Et c'est aussi par là qu'on ira rechercher l'authenticité, le retour au vrai et au naturel qu'on recherche réellement dans nos programmes d'influence. Toi, Émile, en pratique, t'aimes bien travailler comment avec tes marques, tes marques partenaires, les agences quels sont les modes opératoires qui te vont bien? Alors déjà, j'analyse la demande. Parce que j'ai pas d'agent. C'est ma première erreur. Hein. J'ai pas d'agent, je fais tout moi-même et c'est assez compliqué d'enchaîner mes deux boulots. Et j'analyse et en fait, j'aime bien, pour ce que j'ai fait, j'aime bien savoir vraiment ce qu'ils veulent. Voilà, pour qu'on se mette d'accord sur ce qu'ils souhaitent faire, si c'est des vidéos, si c'est des photos, TikTok, etc., combien ils en veulent. Par contre, une fois qu'on a décidé du format, j'aime beaucoup la liberté parce que j'estime que j'ai pas envie qu'on me dise quoi faire parce que j'ai une communauté et la communauté voit que je suis vraiment vigneron, c'est mon métier de faire du vin et j'ai pas envie de passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Alors c'est vraiment laissez-moi faire un peu ce que j'ai l'habitude de faire et après on voit si ça vous plaît ou ça vous plaît pas, après on peut modifier. Mais j'aime bien quand on me laisse la liberté parce que peut-être que je me dis si la marque a fait appel à moi, c'est qu'ils ont déjà vu mes vidéos, déjà vu un peu ce que je fais et me dit bon c'est que ça doit leur plaire, donc je me dis bon je vais continuer comme ça. Et du coup ça t'est déjà arrivé, sans donner de nom, hein, mais de refuser les collaborations, et pour quelles raisons? Oui, déjà parce que je vois pas pourquoi je ferais une pub de dentifrice. Voilà déjà. Mais sinon non ouais j'ai déjà refusé parce qu'en fait c'est marrant, quand on est tout nouveau, je le sens que je suis tout nouveau dans le monde de l'influence, que je viens de mettre un pied dedans et je suis en train de comprendre ce monde-là qui est très difficile à cerner. Et on voit que certaines marques en jouent un peu de ça, sans les citer hein, vraiment, mais on voit que on prend parfois pour un jeune qui débute réellement sans parler que des prix, surtout en parlant d'engagement qui n'a ni queue ni tête, etc. Déjà, on parlait d'engagement avec les ambassadeurs, etc. L'engagement, c'est déjà un terme qui me fait extrêmement peur. Ça me fait extrêmement peur. On m'en a beaucoup proposé. Je suis en train d'analyser ça. C'est-à-dire l'engagement des collaborations à moyen terme, c'est que ça s'inscrit dans la durée? Pas forcément moyen, mais même voire long. Hein. C'est-à-dire, c'est juste le mot engagement. Finalement, peut-être que je me fais une idée mauvaise de ce mot-là, alors que tout va bien. Rester libre. Ouais, mais ça me fait un peu peur parce que voilà, j'ai plein de casquettes. Je suis vigneron, mais à la fois influenceur. Je me dis, j'ai pas envie que que l'influence prenne le dessus sur le monde du vin. Mais oui, ce que je refuse, c'est logique. Et ce que j'accepte, je trouve ça aussi logique. Et j'accepte rarement tout seul. J'en parle à mes amis, à mes proches, à ma famille qui sont vignerons, pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Ok. Si je reviens au sujet dont on a déjà un peu parlé, qui est l'approche du CIVP sur le sujet, Laura, en pratique, ils se sont montés comment ces partenariats avec entre influenceurs et CIVP? Alors pour le CIVP, on avait 3 axes à apporter pour la campagne. D'abord le vin, rosé, mais pas que, les 2 autres couleurs également.
On avait tout ce qui était autour de l'expérience, qu'est-ce que c'est de vivre le goût du style, et puis le no-tourisme. Donc ça, ces 3 axes nous permettaient d'aller travailler avec des typologies d'influenceurs vraiment différents. Par exemple, pour le vin, on avait besoin de parler certes du vin, mais surtout de parler très pédagogie avec la connaissance des appellations. Je pense qu'on connaît tous ici les Côtes de Provence, peut-être qu'on connaît un peu moins les 2 autres. Donc on avait besoin d'influenceurs qui parlent technique et qui parlent vraiment savoir-faire, mais qui le fassent d'une manière très pédagogique avec des mots simples pour que leur communauté, qui sont des amateurs, comprennent bien. Et puis après, pour l'expérience du goût du style, on avait besoin d'aller chercher des influenceurs qui étaient plutôt sur les accords mets et vins. Donc là, on s'est tourné vers des foodistas, vers des influenceurs culinaires pour créer des moments d'accords mets et vins entre les vins de Provence et puis le moment, le goût vraiment du style des vins de Provence. Et puis au niveau de l'onotourisme, là, on a travaillé avec des influenceurs qui étaient plus lifestyle et plus généralistes, plutôt escapades, voyages, famille, pour aller chercher une typologie de public vraiment plus large. Donc on avait un champ des possibles qui était immense et on est finalement allé chercher des influenceurs très différents et très divers finalement. Ouais, ça Cédric, pour toi c'était une stratégie qui était claire dès le départ de s'inscrire dans cette dynamique-là. Tu l'as vécu comment toi cette mise en œuvre? Oui, complètement. On a différentes thématiques. On ne parle pas que vin, on parle aussi lifestyle. L'art de vivre en Provence, c'est aussi très, très porteur, c'est aussi important. Donc nous, en fait, on s'est aperçu au fil des années, effectivement, qu'il y avait ce besoin de sur-mesure et d'expérience, c'était quelque chose d'important. Alors on est une interprofession viticole, donc effectivement parler vin c'est notre priorité, mais on s'est aperçu effectivement au fur et à mesure que certains influenceurs, notamment lifestyle, moins spécialisés vin, étaient peut-être un peu moins réceptifs effectivement quand ils avaient visité 3, 4, 5 domaines et déguster des vins, et c'est normal, ce ne sont pas des influenceurs spécialisés vins. Donc on s'est attaché au fur et à mesure à prendre vraiment en compte leurs profils, leurs attentes, les leurs, mais aussi les attentes de leur communauté, et du coup à adapter nos actions avec eux, vraiment en partenariat. C'est une collaboration qui doit être gagnant-gagnant. Et c'est ainsi qu'on peut collaborer effectivement aussi avec des influenceurs lifestyle, tourisme également, et pas que vin. Et nous, en fait, en Provence, au-delà du vin, ce que nous voulons mettre en avant, c'est l'art de vivre en Provence, parce que le rosé, effectivement, c'est le vin, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour du rosé. Le rosé doit être indissociable, en fait, de l'univers et de l'art de vivre en Provence, qui est très porteur, qui fait rêver. Le rosé, c'est la convivialité, des instants simples, mais magiques, d'une dégustation sous la tonnelle, en bord de mer, etc. Et donc avec ce wine, on a réfléchi à des programmes beaucoup plus immersifs pour ces influenceurs, que l'expérience soit vraiment globale et pas seulement portée sur le produit. Alors aujourd'hui, quand on accueille un influenceur, on lui propose effectivement d'aller à la rencontre des vignerons, de déguster les vins, mais on lui propose aussi de vivre plus globalement l'expérience Provence, d'aller rencontrer des artisans, d'aller faire une balade en mer, de déguster du rosé sur la plage, de faire des cours de cuisine dans des domaines, d'aller visiter l'art dans les vignes qui est assez présent en Provence. Donc c'est vraiment une expérience globale qu'on souhaite leur proposer et qui colle vraiment à ce qu'ils recherchent. Ouais, t'as quand même évoqué beaucoup de thématiques qui commencent à être un peu périphériques par rapport aux produits vins, mais qui sont fondamentales dans l'identité Provence, ça on l'a bien en tête. Cela dit, quand on parle de lifestyle, d'art de vivre, ce genre de choses, évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser un peu à la problématique des vins. Du coup je me tourne vers vous, maître. Quelles sont les précautions ou les limites à avoir en tête quand on aborde le sujet de l'influence? Quand on fait de la publicité pour de l'alcool, donc forcément, effectivement, on va devoir respecter la loi E20. Ça, c'est le premier pan. Et il faut, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure,
valider les contenus par rapport aux thèmes autorisés, puisque je vous rappelle que la loi E20, qui est née en 1991, encadre la publicité pour l'alcool en définissant les thèmes qu'on peut évoquer quand on parle d'une boisson alcoolisée. Donc on a une série de thèmes, les terroirs, on va avoir les accords mévins, la mode de dégustation, on va avoir tout ce qui est qualité organoleptique. Donc tout ça, c'est des sujets qui sont tout à fait compatibles. Et donc le travail, ça va être d'essayer de cadrer les contenus, de cadrer les demandes par rapport à ces contenus un peu contraignants de la loi E20. Ça, c'est le premier pan du juriste quand il travaille avec des influenceurs ou avec des agences. L'autre pan, c'est aussi de se rappeler que c'est de la publicité pure et simple et qu'il faut aussi respecter le code de la consommation qui prescrit d'être transparent quand on a un message qui est de nature publicitaire. Donc dès lors que une marque, une interprofession fait travailler un influenceur, travaille avec un influenceur, il faut que dans le message de l'influenceur, au-delà du message sanitaire de la loi E20, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, on rappelle que ce contenu est aussi publicitaire. C'est une obligation qui est soumise à amende si on ne la respecte pas. Merci maître. Et du coup, Laura, toi en tant que praticienne, quel regard tu portes sur ce cadre légal? C'est une grosse contrainte Oui, c'est une contrainte, mais nous, on préfère la voir comme quelque chose de positif qui, en fait, nous, en tant qu'agence et en tant que créatif, nous pousse à aller encore plus loin, puisque on n'est jamais aussi créatif et efficace que sous contrainte. Donc là, on a un bon terrain de jeu. Et finalement, on se rend compte que la loi E20, certes, elle nous cadre énormément et elle nous empêche de faire beaucoup de choses, mais elle nous recentre sur les vrais sujets. Dans le vin et les spiritueux, on a le droit de communiquer sur le produit, sur les méthodes d'élaboration, sur les personnes qui sont derrière le vin et les spiritueux, qui est-ce qui les font finalement. Et ça, c'est des thèmes qui sont très importants en fait pour les audiences, pour l'authenticité, pour tout ce qui est de la nature, un peu retour à la nature, la tagline « on veut du vrai », on est complètement dedans. Donc finalement, la loi E20, on la voit certes comme une contrainte, mais finalement comme un bon outil pour nous qui nous pousse dans nos retranchements. Et puis, comme on est tous de toute manière bien formés loi E20, on ne prend pas beaucoup de risques quand on fait des campagnes. Et puis, on a Maître Poulet qui nous aide bien sur le sujet aussi. Juste en rebond, Émile, toi, il y a des choses où tu t'es dit ça, j'aimerais bien le faire, mais je vais pas le faire parce que c'est trop ligne jaune, quoi, en termes de contenu. Ouais, bien sûr. Comme on a dit, il faut respecter cette loi qui est certes stricte, mais qui est nécessaire au bon déroulement des publicités autour de l'alcool, du vin, etc. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, elle a protégé plein de choses, donc cette loi est très, très intéressante. Par contre, c'est vrai que sur quelques partenariats que j'ai faits, les marques font vraiment attention. Et vraiment, on a le contrat, et sur le contrat, il y a vraiment tout ce qu'il ne faut absolument pas faire dans les posts, dans les contenus, sous peine de suppression de je sais pas quoi, ou d'amende, comme on l'a dit, pour les marques, surtout si c'est des marques assez réputées qui ne veulent pas du tout jouer avec le feu. Donc oui, même généralement quand on fait un contenu, c'est jamais posté tout de suite. Il y a toujours une vérification de la marque pour pas prendre de risque totalement. Et sinon, quand je fais du contenu uniquement perso, je me suis rarement posé cette question-là. Finalement, je l'ai fait, etc. Et en regardant après si ça débordait ou pas. Et comme je ne suscite pas à la consommation, je ne suscite pas au binge drinking, etc. C'est plus du contenu sur mon métier de vigneron, donc finalement il y a une autre loi qui, je ne sais pas si elle le considère, mais on parle de la loi Marisol Touraine. Je ne sais pas si vous entendez parler de cette loi. C'est une loi qui a un peu modifié la loi E20, ouais. Mais ça c'est retenu dans le contenu, dans les contenus qui sont autorisés, donc dès lors que vous connaissez les dispositions de la loi E20, vous connaissez tout ça. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, voilà. Donc je fais gaffe sans trop faire gaffe quand c'est perso, mais sinon je fais très gaffe quand c'est. Il y a une ligne éditoriale qui est très vin, donc de toute façon, tu es tout de suite dans le produit. Oui. Pas très vite. Très clair, je pense qu'il est temps d'aborder une question qui va évidemment intéresser tout le monde ici, c'est celle de la performance. On sait que dès qu'on est sur des sujets digitaux, on a beaucoup de data et donc on se dit c'est facile de mesurer la performance.
en vérité, quand on parle d'influence, est-ce que c'est si facile que ça de mesurer la performance d'une campagne d'influence ? Alors pour mesurer la performance d'une campagne d'influence digitale, on a deux axes. D'abord l'axe quanti, comme dans n'importe quelle campagne, où là on va retrouver un KPI qui va parler ici à tout le monde, qui est le coût contact, donc combien on a dépensé pour toucher combien de personnes. Après, on va aller regarder un point qui est l'engagement, c'est-à-dire combien de fois ont été likés, commentés, enregistrés ou partagés les contenus qu'on crée des influenceurs pour nos marques. Ça, c'est un point qui est très important. Et puis, on peut après regarder par rapport à des objectifs commerciaux ou de visite d'un site internet, par exemple. Si vous avez diffusé un code promotionnel pour votre site e-commerce via un influenceur, c'est très facile d'aller voir les datas de combien de commandes ont été passées avec ce code, pour quel panier moyen, combien de visites sur votre site internet. Ça, c'est vraiment toutes les données qu'on peut récupérer par rapport, alors soit l'influenceur nous les fournit, ou vous les avez en background sur vos sites. Et après, on a toute une partie qui est plus qualitative. Ça, on a vu l'émergence de ces données depuis, je dirais, à peu près 2 ans. Nous, chez Soin, on travaille beaucoup le qualitatif. Et ça a été une demande aussi parallèle de nos clients, en fait, de se tourner vers tout ce qu'on ne voit pas sur les posts. Par exemple, Émile, quand il poste des stories sur un vin, quelles sont les réactions en fait, de sa communauté ? Est-ce qu'ils disent « Ah super, ce vin ça m'intéresse, je connaissais pas, j'ai envie d'aller tester ». Pour les vins de Provence, quand un de nos influenceurs poste son escapade sur les routes des vins de Provence, combien de personnes de la communauté répondent qu'ils avaient envie d'aller passer un moment en Provence, ils n'avaient pas d'idée, ben super, il leur a donné tout un carnet d'adresses, ou ils cherchaient un vin pour l'apéritif de ce soir, ils vont aller chercher un rosé. Ça, c'est des points qu'on ne peut pas quantifier, enfin en tout cas que nous, on ne voit pas directement. Ça, c'est un échange qu'on a avec les influenceurs et qui nous donne tous ces insights, en fait, tous ces retours de leur communauté. Et puis un deuxième point qui peut être assez important quand on travaille avec des codes promo, notamment ce genre de mécanique-là, c'est la fidélisation. Quand vous travaillez avec un influenceur, vous lui donnez un code promotionnel pour une durée déterminée. Quelques semaines ou quelques mois après, combien de personnes de sa communauté vont revenir le voir en lui disant « Dis donc, t'aurais pas un code promo pour la route des vins de Provence ou pour passer commande sur tel site parce que la dernière fois je l'ai fait, ça m'a plu, le produit était bon. » Là, quand vous avez des communautés qui font ça et des influenceurs qui vous le remontent, nous, on a tout gagné dans nos campagnes si ces retours sont dans ce sens-là. Du coup, Cédric, de votre côté, vous êtes attentif à quels éléments pour mesurer la performance ? Oui, alors nous, tout d'abord, pour nous, une collaboration est réussie quand l'univers de l'influenceur et l'univers des vins de Provence se sont parfaitement trouvés dans la manière de communiquer, le style, les messages, le style des photos, etc. Tout ce qui va correspondre au positionnement de notre stratégie de communication. Nous, notre mission principale en tant qu'interprofession, c'est effectivement de communiquer sur l'image des vins de Provence. On vend entre guillemets d'abord une image. Alors bon, bien sûr, on s'intéresse effectivement aux performances quantitatives, mais voilà, au-delà de ça, nous aussi, ce qui nous importe, c'est les commentaires positifs, les réactions positives sur les vins, sur le vignoble, de la part de l'influenceur, de la part de sa communauté. Et en fait, on est satisfait effectivement quand la communauté réagit, commente et dit qu'elle a envie d'aller faire un tour dans le vignoble des vins de Provence, d'aller découvrir ses vins, etc. Là, on a tout gagné puisque finalement c'est vraiment des commentaires très positifs sur le vignoble. Ouais, donc on voit bien qu'on cherche l'engagement au sens volumétrique, mais aussi l'engagement au sens qualitatif. Sans trahir le secret, Laura, je crois que tu as une conviction assez forte sur le fait que l'engagement qualitatif, il est aussi de la qualité de la relation entre la marque et l'influenceur. Oui, nous, ce qu'on regarde aussi beaucoup pour calculer si notre campagne a été bonne, c'est le degré de notre relation et de bonne relation avec l'influenceur. C'est un point qu'on ne prend pas toujours en compte, mais qui est finalement très important, voire incontournable. À l'issue de notre collaboration, on fait généralement un point avec les influenceurs avec lesquels on a collaboré pour savoir si l'activation leur a plu, si les contenus qu'ils ont créés avec nous, ils se sentent alignés en fait avec ça, si on les a pas trop contraints, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, et puis
question vraiment clé, c'est est-ce qu'ils ont envie de continuer à collaborer avec nous sur ce client-là? Généralement, c'est oui, mais s'il y a des pistes d'amélioration, c'est bien en fait d'avoir ce retour d'expérience pour faire encore mieux et surtout que les influenceurs aient envie de continuer à travailler avec nous, parce que si une campagne a été bonne et si finalement les contenus ont beaucoup plu aux communautés mais que l'influenceur ne veut pas continuer avec nous, c'est dommage parce qu'on se coupe de bonnes campagnes efficaces. Du coup, Émile, de ton point de vue à toi, c'est quoi une bonne collaboration? La confiance. En fait, c'est quand tu es à l'aise avec la personne avec qui tu fais le contrat, avec la marque, etc., ça va tout seul. Hein. C'est-à-dire qu'après, c'est hyper facile de recollaborer par la suite. Mais si je me sens pas en confiance, ça me fait peur. Donc j'ai tendance à pas y aller. Mais sinon, c'est exactement ce que tu as dit. C'est l'entretien entre l'influenceur et la marque, il est hyper important. Parce que déjà, s'il y a une super confiance entre les deux, déjà le contenu, je pense qu'il est propre, il est bien. Et on a envie de collaborer par la suite. Tandis que si on n'est pas sur la même longueur d'onde, le contenu va être un peu bof et ça va être perdant-perdant, quoi. Le but, c'est que ce soit gagnant-gagnant, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais, clairement. Donc, on voit qu'il faut que les planètes soient alignées pour que ça fonctionne vraiment bien. Si on se projette un peu dans l'avenir, quelles sont les tendances un peu marquantes là? Qu'est-ce qu'on voit émerger et qu'est-ce qui va bouger, de ton point de vue, Laura, sur le terrain de l'influence dans les mois et les années à venir? Alors, de manière assez ironique, on va remarquer que l'influence, ça commence, mais ça va vraiment s'accentuer dans les prochaines années. L'influence, elle change complètement de camp. C'est-à-dire que l'influenceur influence ses communautés, mais de plus en plus, les communautés vont influencer les influenceurs. Si vous suivez des influenceurs ici sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir fin 2021, début 2022, tous les influenceurs, ou au moins 90%, ont fait des espèces de bilans, de sondages en fait, de ce qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux cette année. Est-ce que ça a plu à leur communauté? Est-ce qu'ils veulent continuer de voir ce type de contenu? Qu'est-ce qu'ils veulent plus voir? Quelles thématiques ils veulent aborder? Quel type de contenu? Je parle là plutôt texte, plutôt image, ils veulent continuer à voir. Donc là, on voit que l'influence change de camp, parce que si les influenceurs ne se plient pas à ce que veulent leur communauté, elles vont se désengager. Et là, on va avoir un problème un peu plus gros qui est l'engagement avec l'algorithme notamment d'Instagram. Pour qu'un influenceur continue à être influent, il faut que ses contenus soient montrés dans votre feed. Et pour qu'ils soient montrés dans votre feed, il faut que les communautés like, commentent, partagent. Donc si vous faites des contenus qui ressemblent plus à ce que votre communauté veut, elle va plus commenter, elle va plus partager, elle va plus liker. Donc vous serez plus vu, donc vous aurez plus d'influence. Donc pour continuer à avoir cette influence-là, il faut faire des contenus qui soient en accord avec ce que recherchent vos communautés. Et là, dans les types de contenus, et si vraiment on creuse un peu plus le fond, qu'est-ce que recherchent les communautés aujourd'hui? C'est la tagline dont je vous parlais tout à l'heure, on veut du vrai, elle est à 100% vrai. Ils veulent de l'authenticité, du naturel, du brut. C'est fini les filtres, les retouches à gogo, ça on oublie complètement. Aujourd'hui, on est sur des contenus qui sont vraiment bruts, nature, qui sont vrais, qui retranscrivent vraiment ce qu'est l'influenceur. Ils veulent plus de fioritures et surtout, ils veulent de moins en moins voir l'emprise de la marque en fait sur les contenus que font les influenceurs. Donc ça, on a de la chance parce que dans les vins et les spiritueux, finalement, comme je vous le disais tout à l'heure, la loi E20, elle nous permet de parler du vrai, justement, du vrai et de l'authentique. Donc le vin, les hommes, comment est-ce qu'on élabore les vins. Donc de ce point de vue-là, on est plutôt tranquille, on va bien répondre à ce que veulent les communautés. Et au niveau des contenus sur la forme, justement, ce besoin de vrai et d'authentique va pousser les influenceurs à être beaucoup plus dans l'immersion, dans le fait de vivre les choses et de les faire vivre à leur communauté. Donc là, se tourner beaucoup plus vers l'image, la vidéo, l'immersion. Partir dans le vignoble, c'est hyper important maintenant et les communautés sont hyper réceptives à ça. Et puis, en ce qui concerne la dégustation des vins, on va plus demain ça va plus suffire de prendre en photo une bouteille, de donner les notes de dégustation que la marque vous a données et de dire c'est super, allez l'acheter. Pas du tout. Demain, ce que recherchent les communautés, c'est que l'influenceur soit hyper transparent sur le vin. Oui, je vous propose cette bouteille, mais derrière, c'est telle personne qui l'a faite, c'est tel vigneron, de telle manière, et elle est distribuée de cette façon-là, ses valeurs, c'est ça, et il s'engage sur ces thématiques-là. Et de ce fait-là, moi, je vous propose de déguster ce vin en accord avec tel moment, avec tel plat. C'est là vraiment où on va aller engager nos communautés
et en fait qui va faire que les valeurs des communautés vont être totalement parallèles avec celles de l'influenceur, et là on va avoir des bonnes campagnes. Du coup, ça, Émile, c'est des tendances ou des aspirations que tu as pu observer auprès de ta propre communauté? Pas trop, j'en suis pas là vraiment. Donc t'es pas encore influencé par ta communauté? Non, je sais rien, ça se trouve oui. Non, en fait, je poste ce qui me chante et ce qui me fait plaisir, etc. Et en fait, je fais pas trop attention au nombre de vues que je fais, au nombre de likes que je fais. Par exemple, sur TikTok, où je suis vraiment très présent, je poste une vidéo, si elle fait 25 000 vues ou 1 million de vues, bon, quand elle fait 1 million de vues, je suis content. Mais je veux dire, je cherche pas à faire le maximum de vues possible. Et je cherche même pas à avoir les sujets qui font le plus marcher ou qui vont le plus intéresser. Je poste vraiment ce qui me chante. Et après, pour ce qui est des contenus où je fais des partenariats, là, j'essaie de voir ce qui est aimé, ce qui n'est pas aimé, pour après accepter ou non certains partenariats que je peux faire. Mais sinon, c'est un peu comme ça me chante. Un peu. Ok, très bien. Et du coup, si on parle de perspectives d'avenir, d'évolution, de ce qui se trame, Maître Poulet, du point de vue légal, ça va bouger ou on est stable? Du point de vue légal, il faut être clair, je vais mettre un peu de pluie dans cette conférence, mais la loi E20 ne va pas s'alléger, ne va pas se simplifier, ne va pas libérer tout d'un coup l'encadrement. Donc de ce côté-là, il faudra continuer à être très attentif. Et donc passer soit par une agence qui a intégré le process juridique dans son travail, comme SoWine, soit venir me voir. J'accueille toujours avec plaisir toute personne qui vient me voir. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que sur un simple plan judiciaire, comme tu le disais, il y a des sanctions, et actuellement on fait face à une stratégie un peu nouvelle de la part d'Addiction France, qui se prénommait avant l'ANPA, que certains doivent connaître ici, qui a tendance maintenant à directement intervenir sur les contenus d'influence. Et quand un contenu d'influence ne lui plaît pas, ils envoient des messages privés ou des courriels à l'influenceur directement pour la menacer d'amende, la menacer d'inscription sur le casier judiciaire, et fait en fait autogère la procédure judiciaire toute seule via Internet. Donc ça met une pression supplémentaire sur les internautes et sur les influenceurs, ce qui veut dire que, ce qui n'exonère pas les marques, d'ailleurs il faut être clairement clair là-dessus, ce qui veut dire qu'il faut vraiment faire attention à ces contenus et à contractualiser, comme l'a dit Émile tout à l'heure, le fait de signer un contrat avec les donneurs, enfin les marques, est une bonne chose, parce que ça cadre la relation et ça permet de bien répartir les responsabilités. On va faire gaffe. Ouais. On va faire attention. C'est un utilisateur qui le dit. Donc. Toi, tu as déjà eu des petites alertes de ton côté? Non, mais si, enfin, quand j'avais fait un contrat avec un partenariat avec une marque de pétillant, une marque de champagne d'ailleurs, et on m'a demandé les photos, etc. J'ai pris la bouteille, j'ai fait une photo, je leur ai envoyé, ils m'ont dit alors écoute Émile, relis ce qu'on t'a envoyé, c'est pas du tout l'OE20 là. Je vais regarder, en effet, donc je recommence. Mais ouais, donc oui, j'ai jamais tout fait tout bien du premier coup. Mais c'est bien, c'est justement les marques et les influenceurs se mettent en accord pour faire un truc cohérent et légal, surtout, parce que pour y avoir des problèmes, moi. Oui, il vaut mieux sécuriser les choses. Retiens de cet échange qu'il faut cadrer les choses, il faut les cadrer en termes de stratégie, il faut les cadrer en termes de contractuel, et que ça c'est hyper important, donc ça s'improvise pas complètement. Je retiens qu'une campagne d'influence réussie, c'est une campagne d'influence qui est à la fois réussie pour la marque, mais aussi pour l'influenceur. Et que c'est un peu une clé du succès. Et puis je retiens que c'est plutôt positif. Tout le monde peut faire de l'influence en fait, Laura, parce qu'il y a tellement de leviers stratégiques et de dispositifs et puis de volume d'influenceurs entre les nanos et les méga influenceurs qu'il y en a pour tout le monde. Donc ça c'est plutôt encourageant. Alors, loin de voir l'influence comme une nouvelle forme de publicité, il faudrait sans doute l'envisager comme une nouvelle forme de relation avec son public.
Les influenceurs sont des créateurs de contenu qui ont une manière de parler et une communauté qui leur ressemble, avec lesquels une marque peut s'associer pour une communication sur mesure. Peut-être faut-il alors considérer que l'influence est une nouvelle porte de créativité qui s'ouvre pour les marques en recherche de nouveaux canaux de communication et de nouveaux publics. Cet épisode a été conçu et produit par SoWine, écrit et réalisé par le studio Encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.